Donc ici, on est dans l'Hérault. Ça a démarré cette année. Une association qui s'appelle Pays Arbres accompagne à la plantation de haies. Je sais que la Chambre d'agriculture y travaillait aussi, mais il y a une structure associative qui travaille là-dessus. Donc en fait, on s'est positionné comme récolteur, puisqu'on a une connaissance des milieux de chaque département qui est assez importante et assez pointue en termes de végétal ligneux. On a la capacité en tant qu'association de mobiliser des bénévoles pour faire ce travail de récolte qui est assez chronophage. Notre façon de fonctionner, c'est la FAC Occitanie qui est en fait qui est adhérent à la marque végétale locale pour un certain nombre d'espèces, puisque Jocelyne le disait, c'est une espèce qui peut porter la marque. Et en fait, chaque structure départementale va faire des récoltes dans son département et nous allons mettre en commun ces récoltes que nous allons fournir à un pépiniériste pour récupérer ensuite les plants pour mettre dans nos haies. Donc, diapo suivante. Ah oui, ça passe pas. Bon, pas grave. Donc je reprends juste la répartition des zones d'origine pour vous dire qu'en Occitanie, on est quand même gâté parce qu'on est à cheval sur 4 zones d'origine. Donc on a Sud-Ouest, Pyrénées, Méditerranée et Massif central. Donc quand je vous disais, chacun récolte dans son département sur une de ces zones d'origine et on va regrouper par zone d'origine pour le donner aux pépiniéristes. Donc les étapes, ça va être assez rapide. On doit rechercher des sites de récolte. Il y a un cahier des charges qui est assez strict sur la localisation des sites de récolte, puisque ce qu'il faut éviter, c'est que les endroits où on va récolter soient pollués par des plantations qui ont été faites avec des essences qui n'étaient pas indigènes. Donc en fait, on travaille dans un premier temps sur une photo aérienne pour essayer parce qu'il y a un des critères qui dit qu'il faut que ce soit éloigné des habitations et des grandes voies de communication. Donc, du coup, on travaille d'abord sur photo aérienne pour essayer de trouver des sites. Et ensuite, on va voir, on regarde aussi les photos aériennes anciennes pour vérifier que la zone où on va récolter était déjà là en 1970. On a 50 ans de recul sur l'existence de ces sites-là. Donc, la première chose, c'est de trouver des sites. La deuxième chose, c'est de récolter des fruits. Donc il faut récolter, pareil, un cahier des charges lié à cette activité-là, un minimum de 30 individus. Par individu, on ne récolte que 25%, toujours avec cette idée de préservation en fait, de la ressource. Et on a le droit de récolter sur un même site que sur 3 années consécutives. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on change de site de récolte régulièrement. Donc vous voyez, c'est déjà difficile de trouver des sites, mais ça veut dire qu'il faut aussi les renouveler régulièrement. Et ensuite, avec toute une exigence de traçabilité, donc à chaque fois on remplit des fiches, une fiche par site, pour savoir combien on avait d'individus, quel type d'essence on a récolté, etc. Donner tous les critères, donc on a tous ces documents-là qui sont présents pour chaque récolte. Alors nous, pour nous aider, parce qu'en fait, vous voyez imaginez le travail que ça représente de trouver des sites. Donc on s'appuie effectivement sur l'ensemble de notre réseau bénévole, chacun dans notre département, pour demander à nos bénévoles d'essayer de trouver des sites en fonction des critères. La deuxième problématique, c'est aller récolter au moment où les fruits sont mûrs. Donc ça veut dire que pareil, il nous faut des petits espions un peu partout sur nos sites qui vont voir et qui nous disent c'est bon, le prunelli il a l'air mûr ou le cornouiller est mûr, etc. Parce qu'on ne peut pas se permettre de faire des allers-retours. Donc on a un calendrier de récolte qu'on adapte selon les territoires et selon les années parce que c'est du vivant. Donc si on a un printemps précoce, ça va fructifier plus tôt. Voilà, on essaie d'une année sur l'autre d'enrichir nos connaissances de ces choses-là aussi. Ça nous est arrivé des années d'arriver trop tard sur, par exemple, le nerf prin laterne, qui est une essence qui va être mûre à un moment donné, et très rapidement après la maturité, le fruit tombe. Et ça nous est arrivé l'année dernière, on n'a pas ramassé de nerf prin laterne parce qu'on est arrivé, tout était tombé, c'était trop tard. Donc c'est vrai, on peut avoir des créneaux très larges ou des créneaux très étroits pour aller récolter.
Donc la récolte, le principe, pareil, on s'appuie sur notre réseau de bénévoles, il y a toujours de l'encadrement, mais on essaie de faire des sorties avec des personnes, un certain nombre de personnes. On peut aussi s'associer avec d'autres associations ou des lycées agricoles, ça intéresse souvent les étudiants ou les enseignants d'aller faire ce genre d'action. Donc de la récolte voilà, spécifique sur les sites que nous avons choisis. Notre travail, le travail qui nous incombe aussi, c'est de préparer les graines, c'est-à-dire que nous, on récolte des fruits, mais aux pépiniéristes, on va lui donner des graines. Donc il y a tout un protocole, pareil, un cahier technique qui existe sur la façon dont on va dépulper ou dont on va nettoyer une graine, la faire sécher pour fournir aux pépiniéristes du matériau, c'est du vivant, hein. On a aussi un protocole pour la conservation avant de le fournir aux pépiniéristes, pour fournir un matériau qui va se reproduire et qui va vraiment donner un plan derrière. Donc tout un protocole de séchage aussi, si on garde des graines trop humides, elles vont moisir et donc on perd encore leur capacité de germination. Et ensuite, donc ce que je vous disais, on va essayer par zone d'origine de regrouper toutes les récoltes des différentes structures sur cette zone d'origine, ce qui nous permet d'assurer une forte diversité génétique pour le coup. Et ensuite, donc, on met en lot et pour assurer la traçabilité, on a un code qu'on a défini qui nous permet, avec plusieurs lettres, chiffres, etc., qui nous permet un suivi et une traçabilité sur l'ensemble de nos lots, en fait. Et donc un suivi, vous voyez, sur celui d'avant, mais si on ne peut pas revenir en arrière, c'est pas grave. Donc un suivi, nous on va donner un lot avec un code, le pépiniériste quand il va semer, il va mettre une étiquette avec le code, et quand il va nous revendre les plants, on a aussi accès à cette traçabilité, on sait vraiment d'où ça vient. Donc un gros travail en lien avec les pépiniéristes à qui on fournit nos graines, de suivi, parce que ce qui nous intéresse, c'est de voir comment les plants vont se développer et de décider à quel moment ou quelle taille de plant on va accepter de prendre pour replanter, sachant que le principe du végétal local, c'est de favoriser la diversité. Donc on demande aux pépiniéristes de ne pas sélectionner les plants. En général, quand ils font des ventes, ils vont essayer de vous donner des plants homogènes. Donc ils vont sélectionner sur une planche tous les plants qui sont conformés d'une telle façon et qui ont une telle taille. Et là, ça va à l'encontre du végétal local qui, lui, est d'avoir une diversité la plus grande. Donc, à part, on essaie de ne pas prendre des plants trop petits, parce que sinon, on ne va pas pouvoir les planter. Donc, des fois, on garde des plants sur 2 ans. Ils repiquent des plants parce qu'ils sont trop petits. Mais sur les histoires de forme, on demande la plus grande diversité possible, justement pour conserver cette diversité aussi génétique. Donc vous voyez qu'on est soumis quand même à un certain nombre de contraintes. On va récolter en année N-1, enfin en année N. Ça va être mis en culture parfois année N+1, avec parfois une récupération des plants en N+2 ou plus, parce qu'il y a certaines essences qui ont besoin de temps de stratification qui sont plus longs. Il y a certaines essences qui ne vont pas beaucoup pousser la première année, donc il va falloir attendre la deuxième année pour les récolter, etc. Donc ça veut dire que nous, quand on récolte une année, on ne récolte pas pour l'année. C'est-à-dire on va récolter, les récoltes, ça se fait de... Qui c'est qui est le plus tôt? Je crois que c'est l'orme. On va récolter du printemps jusqu'à l'automne. Et nous, les plantations, ça se fait en hiver. Donc on est sur les végétaux de l'année d'avant. Donc quelque chose qui se planifie, et notamment c'est une information qu'il est importante de faire passer aux collectivités ou aux gens qui vont vouloir utiliser les végétaux locaux. On ne peut pas dire maintenant, je veux utiliser en décembre du végétal local avec telle quantité. Ça se planifie. Je sais que nos collègues de Poitou-Charentes ont fourni, c'était dans le cahier des charges, d'accompagnement de la LGV. Sur la LGV Bordeaux-Paris, c'est ça, les gens qui ont construit ce LGV avaient mis dans le cahier des charges qu'ils voulaient du végétal local sur toute la ligne sur ce qu'ils allaient planter. Et donc ça s'est fait des années avant. Il a fallu qu'il y ait des récoltes qui soient faites, des mises en culture, etc., pour qu'il puisse y avoir une végétalisation
Donc c'est des choses qu'il faut prendre en compte parce que souvent on est pressé, souvent on a un projet maintenant et on voudrait que les plans ils arrivent tout de suite, ou des fois on veut des plans un peu plus développés et en fait c'est du vivant, il faut attendre que ça pousse, donc ça ne marche pas comme ça. Donc pour vous montrer l'illustration de la façon dont on utilise ces végétaux locaux qu'on récolte, nous travaillons donc tous depuis plus de 20 ans à l'accompagnement de plantations de haies, pour faire simple, hein, parce qu'on fait des haies, des alignements, des bosquets, mais c'est essentiellement des haies. On est pour ça soutenu par la région, le conseil régional Midi-Pyrénées, mais maintenant c'est étendu à l'Occitanie, donc par la région, sur un dispositif qui est le dispositif sur des fonds biodiversité. Actuellement, c'était des fonds carbone jusque-là. Et donc, on a un parcours technique un itinéraire technique assez précis pour garantir que les plantations qui vont être mises en place avec ces financements région arriveront et donneront des haies qui vont être pérennes. Donc, ce qui est le plus important, et c'est là où le végétal local nous aide, c'est de choisir l'essence adaptée à la station et au projet. Ça veut dire que essence adaptée à la station, donc il faut des essences qui vont arriver à se développer dans les conditions de sol et de climat de la zone. Et essence adaptée au projet, ça veut dire que notre intérêt, c'est que le fait de planter un arbre, ça ne donne pas énormément de travail derrière. Et notamment, d'un point de vue économique, c'est important qu'on ne soit pas en train de tailler sans arrêt. Donc, utiliser la bonne essence au bon endroit avec le développement qui va correspondre à l'espace qu'on pourra lui laisser derrière. Donc ça, c'est le premier critère. La deuxième chose essentielle, c'est un travail du sol en profondeur. On est sur des ligneux qui vont avoir une exploration racinaire importante, donc il faut un sol meuble et bien travaillé. L'utilisation de jeunes plants, pour nous, c'est une garantie de reprise et c'est aussi une économie en termes économiques, financiers, puisque quand on utilise du jeune plant, ça ne coûte pas cher, on le met en place et puis il se développe tout seul. Dès qu'on utilise du plant qui a été élevé en pépinière, c'est tout un tas de dépenses énergétiques, mais aussi ça coûte plus cher. Un paillage obligatoire avec un paillage biodégradable. On utilisait énormément les déchets d'élagage broyés, c'est ce qui marche le mieux. Et surtout, donc, dans le cadre de notre action, un suivi obligatoire. Donc un suivi obligatoire pendant 3 ans pour accompagner la plantation, pour être sûr que ces plantations qui ont été financées avec des fonds publics soient vraiment pérennes et aillent jusqu'au bout. Donc c'est vraiment cet itinéraire technique qui est très important pour arriver au bout de nos plantations. Du coup, je voulais rajouter un truc que je n'avais pas mis là, parce qu'on en a parlé entre midi et 2, un engagement du planteur. Le propriétaire signe une convention dans laquelle il s'engage à conserver sa haie au moins 25 ans. Il s'engage déjà à faire le travail avec cet itinéraire technique précis, mais il s'engage aussi à conserver sa haie au moins 25 ans. Donc voilà, on est avec des fonds publics, il faut que derrière il y ait un résultat. Donc je vous ai mis juste quelques diapos d'exemples. Donc là c'était une haie champêtre au bord d'un champ. On travaille en agroforesterie aussi avec les agriculteurs, essayer de mettre en place des bandes d'arbres au sein des cultures. Donc ça peut être sur des cultures ou ça peut être sur de l'élevage. Avec les problèmes de réchauffement climatique, le fait d'ombrager, que ce soit les animaux ou les prairies ou les cultures, ça peut avoir un effet bénéfique sur la croissance. On travaille aussi, on n'est pas que en milieu agricole, on travaille aussi sur des milieux soit ruraux, soit même on peut travailler en ville. L'idée c'est, tant qu'on mettra des végétaux locaux, on aura moins de frais derrière d'entretien, etc. Donc là vous voyez c'est un exemple à la Croix-Fagarde. On a accompagné la mise en place d'un bâtiment. Donc ça c'est à la plantation. Et du coup la suivante, voilà ce que ça donne. Vous voyez là on a adapté complètement, c'est ce que je disais tout à l'heure, on adapte la taille, enfin bien sûr à la station, mais la taille aussi, c'est-à-dire que là on n'a pas mis des grands arbres, on a mis des arbres à développement pas trop important pour que il n'y a quasiment pas d'entretien à faire là, quoi. Les arbustes ils sont développés, voilà, on n'est pas obligé de faire l'entretien. Ici, vous voyez en zone un peu plus rurale, l'accompagnement comment ça s'appelle, d'une aire de jeu. Donc ça c'est à la plantation et la diapo suivante,
Ça montre, voilà, une fois que ça a été développé. Ça permet aussi de faire le lien, enfin il y a un côté paysager aussi, hein, de toute façon, de ces essences-là. Et je crois que j'en ai, oui, j'ai une autre diapo. Donc là, c'était au bord d'un lotissement, mais c'est surtout en bord d'un cours d'eau, là, qui est l'Ersmore, et donc c'est une zone inondable, hein, et donc en restauration de ripisylve, qui permet aussi de faire un espace vert en lien pour le lotissement. Donc là, vous voyez une plantation, et là, 9 ans après, voilà ce que ça donne. On a recréé un milieu qui est quand même qui peut être assez naturel. Et donc, voilà, je termine sur cette diapo, mais c'est juste pour vous dire que les haies champêtres, elles ont un rôle énorme à jouer, évidemment pour la biodiversité. Et donc, le fait d'utiliser du matériel végétal d'origine connue, comme disait Jocelyne, avec une diversité génétique la plus grande possible, ben, ça va nous permettre effectivement d'espérer que ces végétaux-là vont s'adapter au changement climatique, hein, plutôt que d'avoir recours à des essences méditerranéennes dans la zone sud-ouest, tout en sachant qu'on ne sait pas du tout dans quel sens ça va se passer. On incite, à travers l'utilisation du végétal local, les propriétaires et les gestionnaires à avoir une démarche qualité. C'est de plus en plus le cas, mais c'est une démarche de qualité supplémentaire de passer par le végétal local. Et puis, ce que je vous montrais, c'est qu'on essaie aussi de travailler pour réduire les coûts et l'impact sur l'environnement. On travaille avec du jeune plant et en faisant un itinéraire technique qui permet de faire des économies d'arrosage, etc., et de mettre du paillage. Et surtout, ça permet de contribuer à la reconstruction de la trame verte et bleue et à l'accueil de la biodiversité ordinaire. Là, pour le coup, on est sur de la biodiversité végétale ordinaire et pour de l'accueil de biodiversité ordinaire, mais remarquable aussi, hein, puisque dans les arbres creux, il peut y avoir aussi de la biodiversité remarquable. Voilà. Merci Nathalie. Quelques questions? Oui. C'est plus par rapport à une question par rapport à la plantation. Est-ce qu'entre l'offre et la demande aujourd'hui, par rapport aux pépinières, est-ce que c'est déséquilibré? En gros, est-ce que... Oui, actuellement, je pense que c'est déséquilibré effectivement et qu'on manque de producteurs. Les demandes sont de plus en plus fréquentes. Les préconisations et les prescriptions aussi des services de l'État, lorsqu'il y a des aménagements, vont toujours dans le sens de l'utilisation de végétaux d'origine locale. Mais sur le marché, alors en ligne, c'est plutôt pas mal. C'est moins le cas, ouais. Mais en herbacée, il y a vraiment de gros besoins de développement de filières. Et en ligneux, en fait, il y a effectivement plusieurs... En fait, ce qui est compliqué, c'est de faire concorder l'offre et la demande. Parce qu'en ligneux, il y a des essences qui sont faciles à récolter, où on peut récolter de la quantité. Il y a des essences qui sont beaucoup plus compliquées à récolter. Il y a des essences qui vont germer facilement ou pas. Et en fait, même nous on ne fait pas du 100% végétal local, parce qu'il y a des essences qu'on n'arrive pas à récolter ou qui ne vont pas pousser correctement. Et du coup, on est à 100% sur certaines essences, mais pas sur toutes. Donc du coup, on n'est pas en capacité actuellement à faire du 100% végétal local quand on fait des aménagements. Je ne sais pas si ça viendra, pour l'instant ce n'est pas le cas, mais ça veut dire que c'est déséquilibré. C'est-à-dire que nous, nos pépiniéristes, ils se plaignent, par exemple, du cornouiller sanguin, ils en ont trop, ils n'arriveront jamais à tout vendre. Par contre, si c'est du fusain d'Europe, ils n'en ont pas assez, ils n'arrivent pas à répondre à la demande. C'est le cas aussi en herbacée où on manque d'anticipation sur les usages, puisque une implantation de semences herbacées, ça va demander d'aller faire une récolte dans le milieu naturel, de mettre en pré-multiplication pour avoir, à partir d'un petit lot de semences, avoir un lot plus important, voire de passer même en champ carrément de production de semences pour avoir un lot conséquent. Et donc il faut compter 2 ans, c'est pareil, hein, on est un peu sur le même cas que les lignes, compter 2-3 ans. Donc ce qu'on essaie d'encourager pour les maîtres d'ouvrage, c'est l'anticipation, voire le contrat de culture finalement avec un producteur. Généralement, la période, c'est quoi? Il décide sur un aménagement, c'est entre 6 mois et 1 an maximum d'anticipation. Du coup, on est obligé de passer par des contrats de culture quasiment pour... Oui, en général, c'est ça, ouais.
Ben, c'est un peu le problème, hein. Il faut accepter d'attendre et d'accepter, enfin, il faut accepter que ça va prendre du temps. Parce que, non, mais ce que je veux dire, souvent, c'est une question qui nous avait été posée quand on avait fait un exposé là, sur le végétal local, c'était, ah oui, mais on ne trouve pas du végétal local sur les dimensions qui sont demandées. Parce que quand on fait des aménagements, souvent on veut des grands arbres déjà, etc. On n'est pas capable d'attendre que l'arbre y pousse. Mais la réussite d'une plantation, c'est souvent d'utiliser du jeune plant. Et d'autant plus utiliser du végétal local, ben, il faut utiliser du jeune plant et il faut accepter qu'il y ait un temps de latence de développement. Il faut bien se rendre compte aussi que la marque est jeune, hein. La marque existe depuis 2015 uniquement. Donc c'est très récent finalement. Et bon, on a déjà 48 producteurs, c'est conséquent. Mais ça demande du temps pour se mettre en place. Ouais. Vous vendez des graines aussi directement? On peut acheter des graines? On peut acheter des graines, oui, il y a des structures qui récoltent et il y a possibilité d'acheter des graines. Et là, par exemple, on peut fournir je ne sais pas du coup à qui il faudrait demander. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que les structures comme les nôtres, enfin, moi je parle que du ligneux, mais sur le ligneux, ça s'est développé partout en France. Et effectivement, il y a des structures qui ont choisi comme nous d'être en contrat de culture, c'est-à-dire fournir les graines et récupérer les plants. Mais il y en a qui vendent les graines aux pépiniéristes. Mais du coup, je ne sais pas si on peut acheter les graines directement ou s'il faut passer par les pépiniéristes, sachant que le ligneux, c'est quand même très compliqué à faire pousser. Enfin, toutes les essences ne sont pas faciles à faire pousser. Il y en a qui doivent passer par un certain nombre de stratifications. Ah oui, voilà, pour les herbacées, du coup, oui, ouais, c'est différent. Ouais. J'ai un peu le même questionnement, mais je peux peut-être apporter un témoignage complémentaire. En fait, pour tout ce qui est plantation de haies, d'arbres, ça fonctionne, donc dans l'Audin, ça fonctionne depuis quelques années et ça marche bien. Alors effectivement, Arbre et Paysage s'est structuré depuis pas très longtemps. Dans l'Aude, on travaille avec le conseil départemental qui a cette pépinière qui met en culture. Et donc il y a eu des programmes qui sont encore en cours, hein, souvent liés aux mesures agro-environnementales, donc parce qu'il y a aussi de Natura 2000, donc là je parle de la Plage dans l'Ouest Loire. Donc ça a relativement bien fonctionné et effectivement il faut planifier, il faut anticiper. Mais je pense que ça on peut être satisfait de la manière dont ça s'est déroulé, avec participation de lycées agricoles pour implanter, les exploitants sont contents. Après, par contre, sur tout ce qui est couvert floristique, par exemple, moi j'avais déjà travaillé là-dessus il y a longtemps et en fait on avait arrêté de chercher parce qu'on ne trouvait pas en quantité. Donc là, moi je suis intéressée par l'information. Par contre, là c'est pareil, je pense qu'il faut travailler à la planification, à l'anticipation. Et parce que la question que j'avais aussi, c'est au niveau quel retour vous avez des structures qui ont fait appel à ces pépinières. En termes de coût, par exemple, est-ce que c'est beaucoup plus cher que des semences classiques, on va dire? Parce que je pense que vraiment il y a quelque chose à faire là, à encourager ça. Et peut-être dans le cas des MAE, peut-être mettre au niveau des cahiers des charges des obligations, mais c'est implique qu'après on puisse servir la commande. Voilà, donc c'est en fait, là on est vraiment une période charnière où on voit que les choses avancent. Mais il faut travailler. Effectivement. Oui, voilà. Effectivement, en termes de coût, on est quand même encore sur quelque chose qui est plus cher. Parce qu'il y a toute une technicité, enfin, c'est pas rodé encore, donc c'est toujours plus cher. Alors, pour ce qui concerne par exemple les Pyrénées, pour des mélanges d'origine locale, ce qu'on encourage par exemple, comme c'est coûteux, c'est d'utiliser un fonds de semences de régras par exemple qui ne va pas rester mais qui va couvrir la première année avec un ensemble de graines de plantes d'origine locale et qui vont se développer un peu plus au cours du temps alors que le régras va régresser. Et par contre c'est important d'essayer d'éviter les espèces qui risquent de se croiser avec des populations d'origine locale. Donc il vaut mieux mettre carrément quelque chose qui n'est pas sur site et qui va disparaître plutôt que ou alors de faire des fonds avec des variétés fourragères inscrites au catalogue, parce qu'il y en a un peu partout, et avec une proportion de graines d'origine locale. Donc il y a des mélanges de ce type encore. Bien. J'ai juste une question qui rejoint ce que vous disiez.
Pour les pourcentages de germination pour les arbres et arbustes, j'imagine qu'il est faible. Si le blé germe à 100%, je ne suis pas sûr que le cornier germe à 100%. Et combien de temps faut-il pour élever une plante avant de la vendre? Et la question subsidiaire, c'est quid des espèces qui seraient capables de bouturer? Je ne vous ai pas parlé de bouture. Les boutures permettraient de régler tous les problèmes de marché. On perd la diversité sur la bouture. Si, il faudrait prendre la diversité. On contrôle peut-être même plus que pour les graines. Dans la mesure où vous faites une collecte de graines, vous ne faites pas une collecte en début de fructification, en milieu de fructification, en fin de fructification. Vous faites une collecte à un moment donné. Et vous ne savez pas quelles espèces vont germer. Il y a peut-être un choix dans la germination d'une sélection. Si vous prenez des pieds-nerfs, et vous les prenez différents, vous aurez autant, plus de diversité certainement ce que vous avez au retour de la germination. Donc je ne sais pas si vous avez envisagé d'utiliser de la bouture, pour ceux qui bouturent, peut-être qu'on ne bouture pas. Donc, ce que je disais, c'est qu'en fait, quand on fait une récolte, c'est sur 30 pieds-nerfs. Et on va faire des récoltes successives. Je n'ai pas donné les détails, mais effectivement, on va faire des récoltes successives au fur et à mesure que ça mûrit. Donc, ce biais-là n'y est pas. Et ensuite, on mélange toutes les graines de tous les départements qui sont sur la même région d'origine. Donc, au point de vue diversité, on est quand même assez important. Sur la bouture, c'est certainement envisageable et ça va peut-être être fait, c'est-à-dire de créer en fait des pépinières de bouture, donc à partir de graines qu'on aurait récoltées avec le cahier des charges végétal local, créer des pieds-nerfs sur lesquels on peut récolter des boutures, mais c'est sûr qu'à partir de la bouture, forcément on fait du clone, donc forcément on va avoir des individus identiques, mais si c'est sur une souche diversifiée, on va dire, c'est tout à fait possible. La bouture, c'est une bouture in situ, c'est pas une bouture qui se situe. Effectivement, il se situe, vous avez toujours les mêmes codes. Mais les situ, vous pouvez toujours faire des boutures. Nous, on l'a fait avec les pépiniéristes dans le midi, on avait prélevé des boutures et on demandait surtout de ne pas sélectionner les boutures, de petites fleurs, des grosses fleurs. Ah oui, d'accord. De bouturer carrément, plutôt que de prélever des graines, de prélever des branches en fait. La bouture, c'est la bouture, c'est la bouture. Et vous avez une fraction des marchés. C'est-à-dire que vous savez, vous pouvez planifier à partir de quand la bouture, je la mets en place. Je sais qu'il faut 1 an et demi pour qu'elle devienne grande et je peux la livrer en 1 an et demi. Pour les semences, je ne suis pas sûr que vous soyez en... Si, parce qu'on a vu, enfin, avec le recul, du coup, on sait les essences il y a des essences effectivement qui ont un taux de germination qui est énorme. Et d'ailleurs, les pépiniéristes avec qui on travaille, ils nous disent qu'ils ont un taux de germination qui est bien meilleur avec le végétal local qu'ils n'avaient avec les graines qu'ils achètent chez des grainotiers et dont l'origine, donc ils ne connaissent pas l'origine, ni la période de récolte, parce que nous, on leur donne nos graines fraîches dès qu'on les a, en fait. Donc on a une bonne reprise, mais c'est vrai qu'on n'a pas une bonne reprise sur toutes les essences. Et il y a un travail, par exemple la vie ornementale, il faut qu'elle stratifie 2 ans avant d'être plantée. Donc on sait que... Et on essaie de ne pas avoir trop de pertes. Donc ce que je disais, c'est que quand les plants ne sont pas assez développés, ils sont repiqués, remis en plantation pour qu'on puisse continuer à les utiliser, quoi. Voilà. Mais c'est vrai que la bouture a été envisagée. Ça, c'est possible.